Et ce matin, les marchés évoluent sous haute tension géopolitique et énergétique. Le pétrole s'emballe, une voie maritime vitale est paralysée et les grandes banques révisent d'urgence leurs projections de prix à des niveaux inédits depuis des années. Derrière cette crise énergétique, une réalité géopolitique plus profonde se dessine. La guerre au Moyen-Orient ne se joue peut-être pas qu'à deux. D'autres puissances dans l'ombre pourraient bien tenir certains fils. Dans ce contexte, Washington opère un revirement commercial surprenant, quitte à bousculer la cohésion de ses alliés occidentaux. Pendant ce temps, la guerre commerciale de l'administration Trump ouvre un nouveau front en Asie, mais se heurte déjà à une résistance factuelle et diplomatique inattendue. En Europe, la première économie du continent publie des chiffres de croissance revus à la baisse, fragilisés par le choc énergétique en cours. Et sur les marchés financiers, un secteur jusqu'ici présenté comme le moteur de Wall Street montre ses premières fissures structurelles. Cette matinale s'achèvera là où elle aurait dû commencer, sur l'essentiel, sur un soldat français mort cette nuit en Irak. Le marché pétrolier mondial entre dans une zone inconnue. Ce qui devait durer quelques jours pourrait s'étendre sur des mois et les projections de prix donnent le vertige. Le Brent a repassé hier soir la barre des 100 dollars, en hausse de 9% sur la seule journée. Mais c'est moins ce chiffre qui alarme les opérateurs que la brutale révision des scénarios à moyen terme. Goldman Sachs, qui tablait encore il y a une semaine sur 80 dollars, anticipe désormais un pic possible à 145 dollars le baril. McCary évoque, lui, 150 dollars si le détroit reste fermé. Wood Mackenzie, eux, n'excluent plus les 200 dollars, et ce d'ici fin 2026. En l'espace de 7 jours, le consensus des grandes banques s'est radicalement reconfiguré. Et les fondamentaux justifient pleinement cette nervosité. 7 navires attaqués en 24 heures, des mines iraniennes semées dans le détroit, une marine américaine pas encore prête à escorter les pétroliers. Pire encore, les Houthis menacent simultanément de fermer Bab el-Mandeb, neutralisant de facto le canal de Suez comme voie alternative. L'AIE lâche, elle, un constat sans précédent, la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Et face à cette réalité, les réponses d'urgence peinent à convaincre. Le déblocage, record de 400 millions de barils de réserves stratégiques, ne compense qu'une fraction des 15 millions de barils perdus quotidiennement. Le Japon, Taïwan et la Thaïlande rationalisent déjà leur consommation. Paradoxalement, un seul grand gagnant émerge: la Russie, dont le pétrole décoté s'arrache désormais à prix premium. Les raffineurs indiens s'en emparent massivement. Une seule issue, selon les analystes, rouvrir Hormuz. Tout le reste n'est que gestion de temps. Mais qui est l'homme derrière cette fermeture? Qui est ce nouveau guide suprême qui tient le monde en haleine? Un nouveau guide suprême fantomatique, des menaces de guerre totale et un détroit d'Ormuz transformé en arme géopolitique. L'Iran entre dans une phase aussi dangereuse qu'imprévisible. Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême tué lors de frappes israéliennes le mois dernier, a prononcé son premier discours depuis sa nomination, par écrit, sans apparition publique, alimentant les spéculations sur son état de santé. Depuis le début de la guerre, cet homme, demeuré dans l'ombre pendant des décennies, n'a pas été vu une seule fois. Un chercheur de l'université du Tennessee le qualifie sans détour de dirigeant fantôme. Pourtant, son message est d'une clarté redoutable. Khamenei Junior jure de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, de frapper les bases américaines au Moyen-Orient et d'ouvrir de nouveaux fronts, une allusion transparente au Hezbollah, aux Houthis et aux milices irakiennes, jusqu'ici en retrait. Il va même plus loin encore, assumant une dimension personnelle inédite: avoir perdu son père, sa femme, sa sœur et un enfant dans ce conflit. Un grief intime, délibérément transformé en carburant politique. Les conséquences économiques sont immédiates. Les attaques iraniennes contre des cargos et des installations énergétiques dans le Golfe ont conduit l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït et l'Irak à réduire collectivement leur production de près de 7 millions de barils par jour. Le Brent se maintient au-dessus des 100 dollars. Ces menaces contredisent frontalement donc les déclarations de Trump, qui affirmait mercredi dernier que la guerre pourrait bientôt prendre fin. Entre un nouveau guide à l'autorité non établie et une escalade militaire incontrôlable, le Moyen-Orient joue avec le feu et l'économie mondiale en paie déjà le prix. Et derrière la guerre au Moyen-Orient se dessine une réalité géopolitique plus profonde. Les adversaires des États-Unis coordonnent désormais leur soutien à Téhéran.
Selon des sources proches du renseignement américain et occidental, Moscou fournit à l'Iran images satellites et tactiques de ciblage de drones, les mêmes procédés utilisés contre l'Ukraine. Hier, le ministre britannique de la Défense l'a confirmé, je le cite, les modes opératoires des attaques iraniennes présentent les mêmes caractéristiques que ceux des attaques russes contre l'Ukraine. Cette logique d'échange n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. Depuis des années, la Russie emploie les drones iraniens Shahed contre les villes ukrainiennes. En retour, elle partage désormais son savoir-faire militaire, notamment acquis face aux systèmes patriotes et attaques américains, avec un impact immédiat. Les attaques iraniennes ont déjà provoqué une baisse collective de près de 7 millions de barils par jour dans le Golfe. Maintenant, le Brent au-dessus de $100 le baril. Cette coopération se traduit aujourd'hui en temps réel sur un nouveau front, avec des frappes ciblant cargos et infrastructures énergétiques. La Chine, elle, sans implication directe encore établie, suscite aussi l'inquiétude. Plusieurs sénateurs américains évoquent une possible aide de Pékin à Téhéran. Pékin dément, tout en demeurant le principal importateur du pétrole iranien pour un flux estimé à environ 1,2 million de barils par jour, un soutien économique discret mais vital. Poutine, lui, joue sur deux tableaux. Il nie tout partage de renseignements auprès de Donald Trump, tout en affichant publiquement son soutien indéfectible au nouveau guide suprême iranien. Trois puissances, trois formes d'appui, militaire, économique et diplomatique, mais une orientation commune. L'affirmation d'un front coordonné face à Washington, avec des conséquences déjà tangibles sur l'offre pétrolière et la stabilité des marchés mondiaux. Le secrétaire au Trésor américain Stock Bessent a annoncé hier, jeudi 12 mars 2026, une mesure aussi symbolique qu'inédite, l'autorisation temporaire d'acheter le pétrole russe actuellement bloqué en mer. Au 12 mars, donc hier, quelques 124 millions de barils russes flottaient sur 30 sites à travers le monde, soit 5 à 6 jours d'approvisionnement mondial disponible quasi immédiatement. La justification est explicitement conjoncturelle. Washington présente cette décision comme une réponse ciblée à la perturbation énergétique causée par la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, avec une fenêtre d'achat limitée jusqu'au 11 avril. Parallèlement, une dérogation de 30 jours a également été accordée à l'Inde, dont les raffineries dépendent largement du brut russe. Pourtant, la contradiction est flagrante. En autorisant ces transactions, Washington contourne de fait le régime de sanctions du G7 et de l'Union européenne qui plafonne, je vous le rappelle, le pétrole russe à 44,10 $ le baril, alors même que Moscou vend aujourd'hui ce pétrole bien au-dessus de ce seuil. Bessent tente de minimiser l'impact en arguant que la Russie tire l'essentiel de ses revenus à l'extraction et non à la revente. Un argument fragile que ses propres déclarations nuancent aussitôt. Géopolitiquement, le signal envoyé est troublant alors que l'Ukraine continue de résister à l'invasion russe et que l'Union européenne s'est engagée à éliminer toutes ses importations russes d'ici 2027. Eh bien, Washington choisit le pragmatisme énergétique à court terme, quitte à fragiliser la cohésion occidentale sur les sanctions. Entre impératif énergétique et solidarité géopolitique, l'équilibre américain vacille. L'administration Trump a lancé cette semaine des enquêtes en vertu de la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, ciblant explicitement la Chine, Singapour, la Thaïlande et Taïwan pour excédents commerciaux persistants. Un plan B juridique assumé, destiné à contourner la Cour suprême américaine avant l'expiration en juillet du taux universel temporaire de 10%. Or, la riposte asiatique est immédiate, coordonnée et, vous le verrez, embarrassante pour Washington. Singapour dégaine la première et avec une précision chirurgicale. Là où l'USTR accuse la cité-État d'un excédent commercial de 27 milliards de dollars, les propres données du Bureau d'analyse économique américain révèlent exactement l'inverse. Un déficit de 27 milliards de dollars de Singapour vis-à-vis des États-Unis. Une erreur factuelle grossière que Singapour a formellement transmise à Washington, exigeant des clarifications. Difficile de justifier des sanctions commerciales sur la base de chiffres que vos propres statistiques contredisent. La Thaïlande, elle, de son côté, retourne l'argument américain avec élégance. Son excédent commercial de 51 milliards de dollars avec les États-Unis reflète en réalité les exportations d'entreprises américaines ayant délocalisé leur production sur son territoire, dont les bénéfices sont ensuite rapatriés vers les maisons mères américaines. Autrement dit, taxer la Thaïlande revient à pénaliser les multinationales américaines elles-mêmes.
Taïwan, quant à lui, joue une carte encore plus forte. Fort d'un accord signé le mois dernier engageant ces géants des semi-conducteurs à investir 250 milliards de dollars sur le sol américain, Taipei négocie depuis une position de partenaire stratégique indispensable et non de suspect commercial. Au total, Washington pensait ouvrir un nouveau front offensif, mais c'est en réalité un boomerang diplomatique et statistique qui lui revient en pleine face. Les chiffres de janvier semblent rassurants, mais masquent une réalité bien plus complexe pour la politique commerciale de Donald Trump. Le département du commerce américain a annoncé hier, jeudi 12 mars 2026, une réduction significative du déficit commercial américain en janvier, 54,5 milliards de dollars, soit 25% de moins qu'en décembre et bien en deçà des 67 milliards anticipés par les analystes de Wall Street. À première vue, une bonne nouvelle donc pour Washington, mais pourtant, derrière ces chiffres encourageants, le diable se cache dans les détails. Cette amélioration repose en réalité sur deux facteurs exceptionnels et hautement volatiles. Une envolée des exportations d'or et une baisse conjoncturelle des achats de produits pharmaceutiques. Des effets ponctuels qui rendent toute lecture triomphaliste non seulement prématurée, mais potentiellement trompeuse. Car, sur le fond, la stratégie Trump reste en sérieuse difficulté. Si réduire le déficit chronique américain constitue l'obsession économique du président depuis des décennies, force est de constater que les droits de douane massifs imposés depuis son retour à la Maison-Blanche n'ont pas produit les résultats escomptés. Et même, bien au contraire, les importations américaines ont atteint un record en 2025, dopé paradoxalement par les anticipations des entreprises cherchant à devancer les taxes. À cette fragilité économique s'ajoute désormais une menace juridique de taille. La Cour suprême, vous le savez, a en effet invalidé le recours à l'IEEPA pour imposer des droits de douane généralisés, fragilisant durablement l'arsenal commercial de l'administration américaine. Enfin, sur l'échiquier géopolitique, loin de rester passif, l'Europe et l'Asie multiplient les programmes de soutien à leurs exportateurs, compliquant encore davantage l'équation de Washington. Au total, une bataille commerciale qui, malgré les apparences, est très loin d'être gagnée. Sortie laborieuse de récession, plan de relance historique, mais le conflit au Moyen-Orient vient perturber le fragile redressement de la première économie européenne. Les grands instituts économiques allemands, IFO, Kiel, RWI, ont conjointement revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2026, désormais comprises entre 0,6 et 0,9% selon les scénarios énergétiques contre 1% anticipé initialement. En cause, la flambée des prix de l'énergie liée aux tensions au Moyen-Orient qui fait peser un risque inflationniste sérieux avec une inflation pouvant frôler les 3% si les cours du pétrole et du gaz restent durablement élevés. Pourtant, le tableau n'est pas entièrement sombre. Après 3 années consécutives de récession, l'Allemagne renoue effectivement avec la croissance portée par un plan de relance budgétaire massif de 1 000 milliards de dollars dédié aux infrastructures et à la défense. Un tournant historique pour un pays longtemps obsédé par l'orthodoxie budgétaire. Toutefois, cette reprise révèle une fragilité structurelle préoccupante. Elle repose désormais sur la demande intérieure et les dépenses publiques et non plus sur les exportations moteurs traditionnels du modèle économique allemand. Comme le souligne sobrement l'Institut de Kiel, sans les mesures de relance financées par d'importants déficits, la dynamique ne permettrait pas une reprise durable. En clair, Berlin tient debout mais sous perfusion budgétaire et surtout à la merci des soubresauts géopolitiques. Le secteur star de Wall Street montre ses premières fissures sérieuses. Derrière la ruée vers les sorties se cache une fragilité structurelle que les marchés commencent seulement à pricer. Le signal d'alarme est venu de Cliffwater cette semaine. Les investisseurs de son fonds phare de 33 milliards de dollars ont demandé à retirer 14% de leurs actifs en un seul trimestre. La société n'en honorera que la moitié. Derrière cet épisode en apparence isolé se dessine pourtant une tendance lourde qui inquiète désormais l'ensemble de la place financière américaine, car le phénomène s'est généralisé et les valorisations sanctionnent. Blackstone enregistre pour la première fois des retraits nets sur son fonds phare de 82 milliards de dollars. Blue Owl a perdu plus de 40% depuis janvier. BlackRock et Morgan Stanley refusent, eux, de rembourser au-delà de leur plafond réglementaire.
Le marché commence ainsi à intégrer une prime de risque de liquidité que ces fonds avaient jusqu'ici soigneusement dissimulée derrière des rendements apparemment stables et une volatilité artificiellement contenue. C'est précisément là que réside le danger systémique. Sur les marchés boursiers classiques, normalement, les prix fluctuent en temps réel et reflètent instantanément les risques. Le crédit privé fonctionne très différemment. Les valorisations sont calculées trimestriellement, lissées, et les pertes potentiellement restent invisibles dans les bilans jusqu'au moment où trop d'investisseurs veulent sortir simultanément. Quand ce point de rupture est atteint, les fonds soldent en urgence leurs actifs les plus liquides, notamment les CLO, déjà en recul de 4,1% en février, contaminant des investisseurs sans aucune exposition directe au crédit privé. JP Morgan réduit ses lignes de crédit au secteur, l'exposition bancaire totale atteint 1200 milliards selon Moody's, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Quand l'illiquidité rencontre l'effet de levier, eh bien les cracks ne préviennent pas. Ce tour d'horizon de l'actualité de ce matin s'achève là où il aurait dû commencer, sur l'essentiel. Derrière tous les chiffres que nous avons décortiqués ce matin, derrière le pétrole à 100 dollars, les détroits fermés, les guerres commerciales et les marchés financiers qui vacillent, eh bien, il y a des hommes. Cette nuit, l'un d'eux est mort pour la France au Kurdistan irakien. En effet, cette nuit, Emmanuel Macron a annoncé la mort de l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, tué lors d'une attaque de drone sur la base de Malakara, près d'Erbil. Plusieurs de ses camarades ont été blessés. Il était là depuis 2015, comme des centaines de soldats français avant lui, pour former les forces kurdes dans la lutte contre Daesh, loin, en théorie, de la guerre qui embrasse aujourd'hui l'Iran et le Golfe. Et c'est pourtant cette guerre qui l'a tué. Il est le premier soldat français à tomber depuis le déclenchement du conflit le 28 février dernier. À sa famille, à ses frères d'armes du 7e bâtiment de chasseurs alpins, la rédaction de TV Finance s'associe à leur douleur et à la douleur de la France. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui, et inévitablement, eh bien, c'est les cours du pétrole qui seront dans l'œil des investisseurs, la cible des investisseurs, pour voir dans quelle mesure, eh bien, ils évoluent au gré des nouvelles, de l'actualité géopolitique. Sinon, concernant la macroéconomie, c'est du côté... alors, dans un premier temps, c'était du côté de l'Europe qu'il fallait être attentif, puisque ce matin à 8h a été publié le PIB pour janvier en Grande-Bretagne. Il est ressorti complètement étale, c'est-à-dire à 0,0% contre 0,2% modélisé par le consensus des analystes, et une croissance timide de 0,1% mesurée en décembre. Et également à 8h45, c'est l'inflation, le CPI en France, qui était publié pour le mois de février, qui est ressorti en baisse par rapport aux modélisations des analystes, des économistes. Les économistes l'attendaient, le CPI, à plus 0,7%. Il est ressorti pour le mois de février à plus 0,6%. C'est quand même à mettre en rapport avec le CPI de janvier, qui lui était négatif de 0,4%. Si l'on poursuit ce calendrier macroéconomique, c'est du côté des États-Unis qu'il faudra se tourner à 13h30, avec une estimation du PIB pour le T4, le PIB américain qui est attendu à plus 1,4% par le consensus des analystes, donc pour le T4 2025. Et puis, dans un deuxième temps, c'est la mesure de l'inflation favorisée, suivie de très près par la Fed, qui sera publiée à 13h30, le fameux PCE, l'indice PCE, donc qui est attendu stable si l'on raisonne en séquentiel, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre, donc à 0,4% estimé par le consensus des économistes contre 0,4% mesuré en décembre. Si l'on raisonne cette fois-ci en glissement annuel, le PCE est attendu en légère hausse, modélisé à 3,1% quand il a été calculé en décembre à 3%. Pour finir cette journée, c'est le rapport Joll sur les nouvelles offres d'emploi, toujours outre-Atlantique, qui sera publié à 15h. Marché de l'emploi qui est évidemment surveillé de très près par la communauté financière et également donc par la Banque centrale américaine. Il est maintenant temps de regarder ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier, jeudi 12 mars 2026. Paris a cédé 0,71%, Francfort 0,29%, Londres a abandonné 0,47%, le stock 600 a reculé de 0,66%. Et tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, eh bien les analystes
sont formelles, les sommets pétroliers ne sont pas encore atteints, et vous le savez, c'est les évolutions du cours du pétrole qui drive actuellement les indices actions. Mais au-delà des actions, c'est désormais l'inflation qui concentre toutes les inquiétudes. La flambée énergétique contraint en effet les investisseurs obligataires à revoir leurs anticipations de taux. Les rendements remontent à l'échelle mondiale. Wall Street a lourdement chuté, elle, hier. Le Dow Jones a perdu 1,56%, le S&P 500 1,52%, le Nasdaq a abandonné 1,78%, soit sa plus forte baisse en 3 jours depuis un mois. Seul le secteur de l'énergie a tiré son épingle du jeu en hausse de 1%. Donc, eh bien, le verdict des marchés est sans appel, avec un Brent qui a pris plus de 9% et un WTI qui a pris près de 10%. La flambée pétrolière ravive le spectre inflationniste. La Fed, je vous le rappelle, se réunit pour 2 jours le 17 mars prochain et les espoirs de baisse de taux s'évaporent rapidement. Comme le résume un stratégiste, la probabilité d'une réduction de taux s'amenuise rapidement. Voilà, tout est dit. Au-delà du pétrole, le crédit privé, comme on l'a vu, aggrave la nervosité. Les spécialistes avertissent que le taux de défaillance pourrait doubler. Morgan Stanley limite les rachats. JP Morgan déprécie ses prêts. Leurs actions reculent respectivement de 4,1 et 1,6%. Enfin, les cours du pétrole. Le Brent a clôturé à 100,46 $ hier, en hausse de 9,2%. Des niveaux inédits depuis l'été 2022. Comme je vous l'ai dit, le WTI a gagné 9,72% à 95,73 $ le baril. Les bourses mondiales terminent dans le rouge. Wall Street a donc cédé beaucoup, tout comme les principales places financières européennes et les places asiatiques ce matin. Les réserves stratégiques n'ont en effet convaincu personne. Les 400 millions de barils débloqués par l'AIE, volume historique, je vous le rappelle, puisé dans les stocks de 32 pays, n'ont pas suffi à calmer les marchés. Un analyste résume très clairement ce qui s'est passé avec cette libération de 400 millions de barils de dollars. C'est pointé un tuyau d'arrosage vers un incendie de raffinerie. Total Energy suspend déjà 15% de sa production dans le Golfe. Les producteurs régionaux réduisent collectivement leur output d'au moins 10 millions de barils par jour, soit la plus importante perturbation de l'histoire selon l'AIE elle-même. Sur le terrain, aucun signe d'apaisement. Trump a clairement signifié que stopper l'Iran primait sur le prix du pétrole. Khamenei Junior maintient sa ligne. Comme le résument les spécialistes, les marchés voient bien que la situation n'est absolument pas sous contrôle. Seul grand gagnant dans ce chaos, le dollar, en hausse de 2% face à l'euro depuis le début du conflit. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 mars 2023. Et juste après, comme convenu, comme promis, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada. Antoine et son chronoca qui nous expliquera dans quelle mesure les digues se brisent, se fissurent, explosent les unes après les autres. Le CAC a ouvert en nette baisse ce matin, moins 1,14% à 7893 points. Vous le savez, vous l'avez bien compris. Le niveau technique attendu, le prochain à la baisse, c'est les 7800 points. On s'en approche dangereusement. Antoine va nous dire quelle attitude, quelle stratégie adopter en conséquence. À tout de suite sur TF1.